Ah, la Révolution française. On a tous l'impression de connaître l'histoire, n'est-ce pas? La fin d'un roi, la naissance d'une république. Mais et si tout ça n'était en fait qu'un changement de décor? Si la Révolution n'avait pas vraiment aboli le pouvoir, mais s'était contentée de lui offrir un nouveau costume? C'est cette idée un peu dérangeante qu'on va creuser aujourd'hui. Voilà la question qui va nous guider. Est-ce que, derrière la chute spectaculaire de la monarchie et l'arrivée de la République, les mécanismes profonds du pouvoir ont vraiment bougé? Ou est-ce qu'ils se sont simplement adaptés, déguisés? C'est une perspective assez provocatrice, alors allons-y, plongeons dedans. Et la clé de tout ça, elle tient dans ce concept, la mutation homéomorphe. Alors oui, le terme peut paraître un peu barbare, mais l'idée est assez simple en fait. Imaginez que vous prenez un donut et que vous le déformez pour en faire une tasse. La forme extérieure a complètement changé, c'est sûr, mais la structure de base, le fait qu'il y ait un trou, n'a pas bougé. Eh bien l'idée ici, c'est que le pouvoir aurait fait exactement la même chose, passant de la monarchie à la République sans jamais toucher à sa structure essentielle. Ok, pour bien comprendre cette fameuse mutation, il faut regarder son premier aspect. L'une des plus vieilles structures de pouvoir, c'est bien sûr la religion. Et si la Révolution, au lieu de tout balayer, avait juste laïcisé le mode d'emploi? C'est notre première piste, l'arrivée d'un nouveau sacerdoce. Et voilà nos nouveaux prêtres. La bourgeoisie des Lumières n'a pas fait disparaître le clergé, non, elle a pris sa place. Elle est arrivée avec une nouvelle foi, la raison, avec un grand R, et un nouveau livre saint, la loi. Et hop, elle est devenue la nouvelle gardienne des secrets du pouvoir. Et là, quand on met les choses côte à côte, c'est assez frappant. Le mystère qui entoure le pouvoir, lui, reste bien en place. Ce sont juste les mots qui changent. Le droit divin, on le remplace par la volonté populaire. L'Église, c'est désormais l'institution. Mais au final, l'accès au Saint des Saints, au cœur du pouvoir, il reste verrouillé. Sauf que maintenant, la clé n'appartient plus au clergé, mais aux technocrates, les seuls qui maîtrisent le nouveau langage sacré de la loi et de l'administration. On continue avec une deuxième analogie tout aussi parlante. La politique vue comme une grande pièce de théâtre. Le décor a changé, les costumes aussi, les acteurs ne sont plus les mêmes, mais est-ce que la pièce qu'on nous joue est si différente? Ça, c'est vraiment un point central. La Révolution n'a pas effacé notre besoin de rituels, de symboles, de quelque chose de sacré. Non, elle a juste tout déplacé. Ce qui se passait avant à l'Église ou à la cour du roi se passe maintenant au Parlement, au nom de la nation. Le sacré a juste changé d'adresse en quelque sorte. Regardons ce tableau d'un peu plus près. C'est saisissant. Chaque fonction trouve son équivalent. Le souverain, le roi est remplacé par le peuple. Le lieu où s'exerce le pouvoir, on quitte la cour royale pour le Parlement. Les grands rituels, on oublie le couronnement, place aux élections. Et les gardiens du dogme, le sacerdoce, le clergé cède sa place à la haute administration. On a changé la distribution et la mise en scène, mais l'intrigue, elle, reste étrangement familière. Maintenant, on va aller encore un peu plus loin, un peu plus en profondeur. Pour vraiment saisir pourquoi cette structure cachée du pouvoir est si tenace, on va utiliser une dernière analogie, et c'est peut-être la plus puissante, celle de la génétique. Et pour ça, il nous faut un nouveau mot, la ménétique. Un mène, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un peu l'équivalent du gène, mais pour la culture. C'est une petite unité d'information, une idée, un symbole, une pratique, qui se propage dans une société et qui finit par guider nos actions collectives. Cette phrase, elle est vraiment au cœur du raisonnement. Elle nous dit quoi? Que oui, les gènes culturels visibles en surface ont changé. Mais l'instruction de base, ce que les biologistes appelleraient un codon, celle qui dit « il doit y avoir un pouvoir centralisé qui aspire toute l'énergie », eh bien cette instruction-là est restée parfaitement intacte. C'est ça, le point crucial. On a remplacé les mènes de surface, à la place de l'obéissance, on met la légalité, la majesté du roi devient l'égalité des citoyens, d'accord? Mais le code source, ce fameux codon qui programme la machine à canaliser toute l'énergie sociale vers un point central et un peu opaque, celui-là, on n'y a pas touché. Ce n'est pas une réécriture du système, c'est juste un copier-coller de sa fonction la plus fondamentale. On arrive au chapitre le plus sombre et le plus violent de la Révolution, la terreur. Et si, plutôt que d'y voir juste une folie meurtrière, une sorte de dérapage moral, on essayait de la lire comme une réaction quasi biologique d'un système en panique? C'est une vision assez radicale, on est d'accord. Le but n'est pas du tout de justifier l'injustifiable, mais de comprendre la terreur comme une maladie auto-immune. Face à un chaos total, le nouveau corps politique de la Révolution aurait déclenché une réponse immunitaire tellement violente qu'il s'est mis à s'attaquer lui-même pour survivre. Quand on regarde la séquence, on voit bien l'escalade, presque inévitable. D'abord, les libéraux essaient de calmer le jeu, de contenir l'incendie. Ça ne marche pas. Ensuite, les Girondins veulent carrément exporter la Révolution par la guerre, ce qui ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Et c'est là qu'arrivent les Jacobins.
face à un système qui menace de s'effondrer à tout moment, avec leur solution aussi terrible que simple, la pureté absolue. Il faut purifier. Et c'est là que tout dérape. L'idéologie jacobine est décrite ici comme un véritable virus de la pureté. Un mène qui devient fou, qui se met à considérer toute différence, toute nuance comme une infection à éradiquer. Le système immunitaire s'emballe et attaque tout ce qui n'est pas parfaitement identique à lui-même. Le nom scientifique pour ce phénomène, c'est la reconfiguration épiménétique. En gros, c'est une mutation d'urgence. Le système est tellement menacé, tellement surchargé d'informations contradictoires qu'il n'arrive plus à gérer la complexité. Alors il simplifie de la manière la plus brutale qui soit. Et dans le cas de la terreur, simplifier, ça voulut dire éliminer physiquement tout ce qui n'était pas dans la ligne pour ne laisser qu'une seule idée pure et dure. Ces tableaux résument bien les deux façons de voir les choses. D'un côté, on a la lecture morale, classique. La terreur est une abomination, une faillite de l'humanité. Et de l'autre, cette lecture systémique, presque physique, qui la voit comme une fonction de régulation, une manière extrêmement violente pour un système en surchauffe, de libérer son trop-plein d'énergie pour éviter l'explosion totale, et retrouver un semblant d'équilibre. Et on termine là-dessus avec une question qui va bien au-delà de la Révolution française. Si le pouvoir ne fait que changer de costume au fil des siècles, si son code source est à ce point résistant au changement, alors que faudrait-il pour le réécrire pour de bon ? Quelles seraient les conditions d'une transformation qui ne soit pas juste un autre tour de passe-passe ? Voilà la question vertigineuse que cette analyse nous laisse sur les bras.